Bonjour tout le monde, dans la vidéo précédente, je vous ai présenté le fonctionnement et le montage de la première partie du compteur. Aujourd'hui, je termine le circuit avec l'ajout de deux autres CD4026. Dans cette vidéo, nous verrons une fonctionnalité de ce circuit intégré n'ayant pas été abordée dans la vidéo précédente. Reprenons notre circuit constitué de l'astable et du compteur basé sur le CD4026. À celui-ci, j'ai ajouté deux compteurs ainsi que deux afficheurs. Remarquons également l'ajout d'une troisième breadboard. En effet, lorsqu'on réalise un circuit avec beaucoup de connexions comme celui-ci, il vaut mieux être le plus structuré possible et ne pas réaliser un travail mal fini, comme on pourrait le penser en regardant le circuit complet que j'avais présenté dans la vidéo précédente. Ici, nous avons le même circuit complet, arrangé d'une autre façon. Ainsi, les circuits intégrés et leurs composants se trouvent sur la breadboard du haut. Les résistances série des afficheurs se trouvent sur la breadboard du milieu. Et les commandes, qui sont le potentiomètre et les boutons poussoirs, ainsi que les voyants, qui sont la LED et les afficheurs, se situent sur la breadboard du bas. Dans cette disposition, le circuit est plus aéré et je peux, si je le souhaite, ajouter encore d'autres composants. Prenons connaissance de la suite du schéma de principe de la première partie du montage. Comme le montre celui-ci, j'ai ajouté au circuit deux CD4026 et deux afficheurs. Au moment de la mise sous tension, le fonctionnement du premier CD4026 qui compte les unités ne change pas. Cependant, nous pouvons voir qu'il y a un report de connexion au niveau des broches 4 et 5. La broche 4 étant toujours placée à l'état haut, est utilisée pour activer les sorties du second CD4026. La broche 5 du premier CD4026 envoie des impulsions dont la fréquence est divisée par 10. Ainsi, elle est utilisée pour envoyer les signaux d'horloge du second CD4026 qui compte les dizaines. Comme on l'a compris, ce second circuit intégré débute une chaîne de CD4026. En effet, quand on observe les broches 4 et 5 de celui-ci, elles sont également reliées aux broches 3 et 1 du troisième CD4026 qui compte les centaines. Aussi, lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir, les unités, dizaines et centaines sont remises à 0 car l'entrée de remise à 0 soit la broche 15 des 3 CD4026 sont reliées ensemble. À présent, nous pouvons passer à la réalisation pas à pas du circuit. Les résistances série des segments des afficheurs sont les mêmes que dans la première partie du projet. Ainsi, pour les calculs servant à définir ces résistances, vous pouvez regarder la vidéo précédente dont le lien se trouve en description. Avant de monter la seconde partie de ce projet, voyons le schéma d'implantation de celui-ci. Là aussi, nous observons qu'il a été restructuré pour plus de visibilité. Sur celui-ci, figurent deux nouveaux CD4026 et leur condensateur de découplage, deux autres afficheurs, ainsi que les résistances série des segments de ceux-ci. Prenons connaissance des composants nécessaires pour la réalisation de la deuxième partie du projet. Il nous faudra deux circuits intégrés CD4026, 14 résistances dont la valeur dépend de la tolérance de celle-ci, de soit 2,7 kΩ à 5% dont les anneaux sont rouge, violet, rouge, or, soit 2,74 kΩ à 1% dont les anneaux sont rouge, violet, jaune, marron, marron. Il nous faudra également deux afficheurs à 7 segments à cathode commune, deux condensateurs céramiques ou plastiques de 100 nanofarad, des fils de connexion et les breadboards avec la première partie du projet. Commençons par placer les deux CD4026 sur la platine du haut. Relions la broche 16 des deux circuits intégrés à la tension d'alimentation.
Ensuite, connectons les broches 2 et 8 de chacun à la masse. À présent, relions la broche 4 du premier CD 4026 à la broche 3 du second et la broche 5 du premier à la broche 1 du second. Reproduisons la même chose avec les deuxième et troisième CD 4026. Plaçons un condensateur de 100 nanofarad entre la broche 16 de chaque CD 4026 et la masse. Ensuite, relions la broche 15 des 3 circuits intégrés ensemble. Sur la platine du milieu, plaçons les 14 résistances de 2,7 kΩ. Descendons sur la platine du bas pour y insérer les 2 afficheurs et relions à la masse les cathodes communes de chacun. Maintenant, relions les sorties des circuits intégrés aux résistances. Ensuite, relions celle-ci au segment des afficheurs. À présent, il ne reste plus qu'à connecter l'alimentation au circuit. Une fois que tous les composants sont implantés sur la platine, on peut placer le circuit sous tension. Nous observons que, dès que le chiffre des unités arrive à 9 et repasse à 0, le chiffre des dizaines passe à 1, et ainsi de suite à chaque fois que le chiffre des unités affiche 0. Cette séquence est identique pour les centaines. Dès que le chiffre des dizaines passe de 9 à 0, le chiffre des centaines s'incrémente. Lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir, les 3 afficheurs affichent le chiffre 0. Afin de comprendre le comportement des 2 nouveaux CD 4026, observons les signaux les parcourant. Premièrement, je relèverai le signal au niveau de la broche 4 du premier CD 4026, qui est relié à la broche 3 du second. Je n'utiliserai qu'une sonde, par exemple la bleue. Deuxièmement, je relèverai le signal au niveau de la broche 5 du premier CD 4026, qui est relié à la broche 1 du second. Pour ce test, j'utiliserai les 2 sondes. Commençons par relier le commun de la sonde, soit le fil noir, à la masse. Je relie ensuite la sonde bleue à la broche 4 du premier CD 4026. Observons les signaux affichés à l'oscilloscope. Comme nous pouvons l'observer, dès la mise sous tension du circuit, la sortie Display Enable Out, soit la broche 4 du premier CD 4026, est placée à un niveau logique haut, soit 1. Pour cette raison, elle est reliée à l'entrée Display Enable In, soit la broche 3, du second CD 4026.
Dans la vidéo de présentation de ce circuit intégré, je vous ai expliqué que la broche 3 du CD4026 doit être placée à un niveau logique haut pour activer les sorties. La broche 4 étant toujours placée à ce niveau, autant l'utiliser dans le but d'activer les sorties du second CD4026. Maintenant, ajoutons une sonde et modifions le branchement de la sonde bleue afin de relever les signaux d'horloge et au niveau de la sortie Carry Out, qui est la broche sec du CD4026. On commence par relier à la masse le commun de la seconde sonde. Ensuite, je déplace la sonde bleue de la broche 4 vers la broche sec du circuit intégré. Pour finir, je relie la sonde jaune à la broche 1 du CD4026. Analysons les signaux affichés à l'oscilloscope. Ici, nous observons que, dès que le circuit est placé sous tension, l'entrée d'horloge, soit la broche 1 du CD4026, représentée par le signal jaune, oscille continuellement entre un état haut, soit 1, et un état bas, soit 0. Ce signal provient de la sortie du NE section 55, montée en instable. Lorsque la broche 1 du CD4026 reçoit 5 impulsions à l'état haut, la sortie Carry Out, représentée par le signal bleu, bascule à l'état haut. Nous observons également qu'il faut que la broche 1 reçoive à nouveau 5 impulsions pour que la broche sec bascule au niveau logique bas. Grâce à l'oscilloscope, on peut observer que, pour obtenir une période complète, il faut que la broche 1 reçoive 10 impulsions. Ainsi, on peut facilement déduire que la fréquence des signaux sur la broche sec est divisée par 10 par rapport aux signaux de la broche 1. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo dans laquelle je vous ai expliqué le fonctionnement et montré le montage de la seconde partie de ce compteur. Dans la prochaine vidéo, j'approfondirai le mode instable du NE section 55 en vue d'un futur montage. Afin de ne pas rater la sortie de cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et me faire part de vos impressions par le biais des commentaires. Tout en vous souhaitant de très bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Électronique. Bye!